même si on nous demande de partager des données, il n'y a aucune condition d'atteinte des résultats. Donc, notre seule imputabilité, c'est face à nos citoyens. Donc, dans ce sens-là, quand même, on chemine dans la bonne direction, qu'il n'y a pas de conditions. Mais, pour ce qui est du montant total, bien, c'est nettement insuffisant. François Legault n'a pas caché sa déception au sortir de sa rencontre sur les transferts en santé avec Justin Trudeau et ses homologues provinciaux. S'il semble résigné à accepter l'offre, le premier ministre du Québec promet qu'il continuera à réclamer davantage de fonds pour financer son plan santé et corriger ce qu'il qualifie de sous-financement chronique du système. Mais quel impact cela aura-t-il sur le prochain budget de la province? J'en discute avec le ministre des Finances, Éric Girard, que je retrouve dans ses bureaux de Montréal. Monsieur Girard, bonjour, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, merci. Monsieur Girard, vous souhaitiez obtenir 6 milliards de plus par année en transferts récurrents. Vous en avez obtenu un en vertu de l'entente avec le gouvernement ou de l'offre du gouvernement fédéral la semaine dernière. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre budget? En fait, au niveau de notre budget, ça n'a pas d'impact parce que nous nous sommes engagés depuis longtemps à donner les ressources au ministre Dubé pour exécuter son plan santé. Et là, on est dans l'exécution, puis on veut faire une différence pour les citoyens d'ici 2 ans. La santé, c'est une responsabilité des provinces. Le Québec va mettre les ressources qui sont nécessaires pour faire une différence pour les citoyens. Mais c'est une opportunité manquée pour le gouvernement fédéral de ramener sa contribution là où elle était à la fin des années 80. Comment vous faites pour dire... Quel genre d'argumentaire ça donne, ça, en négociation, quand vous dites « J'aurais voulu avoir plus d'argent, mais j'en ai pas plus, pas grave, je peux quand même faire le travail ». Bien, c'est-à-dire que on a des obligations, là. C'est une responsabilité de la province. C'est notre plus gros poste budgétaire, 43 %, et c'est aussi notre poste budgétaire qui augmente le plus rapidement. Alors, c'est certain que le gouvernement fédéral, qui contribuait autrefois plus de 10 % supplémentaire, sa part a décliné dans le temps. Et là, ce qu'on demandait au fédéral, c'est d'être un partenaire pour l'amélioration des soins de santé au Québec. Et le fédéral a choisi de déposer une offre qui, somme toute, est marginale pour nous, là. On nous donne approximativement 1 milliard par année de plus sur un budget qui totalise plus de 55 milliards. C'est vraiment... les sommes fédérales sont marginales. Alors, c'est pas ça qui va faire la différence. Le gouvernement fédéral dit qu'il y a une façon un peu malhonnête de calculer parce qu'on a l'impression que vous ne calculez pas, les provinces ne calculent pas les points d'impôt. Il y a une différence quand même. Les points d'impôt que vous avez obtenus en 1900, à la fin des années 70, ça ramène le niveau de financement du gouvernement fédéral un peu plus haut, non? Oui, ça donne un 10 % de plus, mais on les avait aussi dans les années 80, donc on part d'un chiffre plus haut. Alors, qu'on ajoute les points d'impôt ou non, qu'on les compte ou non, ça donne la même chose. La part du fédéral dans les soins de santé au Canada a diminué de façon significative dans le temps. Et oui, si vous ajoutez les points d'impôt, en dollars de 2023, vous ajoutez un 10 % mais vous devez finir 10 % plus haut. Est-ce que les baisses d'impôts que vous avez promises pourraient être mises en péril ou est-ce que c'est encore sage de promettre des baisses d'impôts dans ce contexte-là? En fait, les baisses d'impôts, d'une part, elles sont justifiées parce qu'il y a un ralentissement économique et que les Québécois ont le fardeau fiscal le plus élevé au Canada. Ce que j'ai expliqué plusieurs fois, c'est que le choix que nous proposons aux Québécois, c'est de réduire le fardeau fiscal en réduisant moins vite le poids de la dette. Parce on a un plan au Québec pour réduire le poids de la dette. On est sur une trajectoire à long terme de réduction de la dette. Et ce que nous proposons, c'est de réduire cette dette moins vite pour financer la baisse d'impôts. Il n'y a donc aucun lien entre la baisse d'impôts et le niveau des services, par exemple, en santé ou en éducation au Québec. Mais ça vous donne moins de flexibilité. L'argent que vous n'allez pas percevoir dans les poches des contribuables, vous ne pouvez pas la réinvestir dans des soins de santé ou dans la construction de nouvelles écoles. Il y a une marge de manœuvre que vous avez plus. Au Québec, non, il n'y a pas de lien
entre le financement de l'éducation, puis la santé, puis la baisse d'impôts, parce que nous avons une loi au Québec, la loi sur la gestion de la dette et le fonds de génération. Dans cette loi, nous devons contribuer cette année 3 milliards de dollars dans le fonds de génération et ça augmente à 5 milliards de dollars à la 5e année. Alors, ce que nous proposons, c'est que les contributions au fonds de génération, les réduire pour financer la réduction du fardeau fiscal. M. Girard, un mot sur la question de l'âge d'accessibilité au régime de retraite, des consultations Oui. pour le faire passer de 60 à 62 ans. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi, d'après vous, ça devient important de repousser cet âge-là? Bien, en fait, nous, ce qu'on a, c'est un régime qui est en santé. Et en vertu de la loi, on doit faire une consultation publique à tous les 6 ans. Et lorsqu'on a mis des propositions sur la table, il y a des consultations publiques. Et ce qu'on montre, c'est que l'espérance de vie en 2030 aura augmenté de 9 ans, puis c'est un peu plus pour les femmes, puis un peu moins pour les hommes, mais de 9 ans en moyenne, que les gens étudient de 2 à 3 ans de plus. Donc, la période d'accumulation de revenus de la retraite par rapport à la période où nous sommes à la retraite est plus courte. Ou, une autre façon de dire ça, les actuaires diraient la longévité s'est accrue. Et donc, c'est important d'avoir des revenus de retraite plus élevés. Une façon d'avoir des revenus de retraite plus élevés, si vous prenez votre régime des rentes à 60 ans versus le prendre à 62 ans, vos revenus de retraite jusqu'à votre décès, là, c'est une très longue période, seront 23 plus élevés. Donc, on veut prendre la bonne santé financière, ou on suggère, en fait, et bien là, on écoute, on suggère que prendre la bonne santé, d'utiliser une portion de la bonne santé financière du régime pour accroître la sécurité financière des Québécois. Est-ce que c'est un pas vers le passage de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans? C'est un peu ça, là. Vous repoussez tout ça de 2 ans, non? Non. En fait, présentement, on a un régime 60, 65, 70, c'est-à-dire que votre rente, la rente, à 100 de la rente, c'est à 65 ans. Elle est bonifiée si vous le retardez. Elle est réduite jusqu'à 36 si vous le prenez à 60 ans. Alors, ce qui est proposé dans le régime, dans la consultation, c'est 62, 65, 72. On a eu 2 jours de consultation, plusieurs mémoires. Je vous dirais qu'en général, les actuaires sont favorables et on a vu que les mouvements de travailleurs s'y opposaient. C'est très important qu'on comprenne pourquoi ils s'y opposent. Et là, ils nous ont expliqué leur point de vue. Je vous dirais que on doit faire une meilleure communication, mieux expliquer. Mais encore une fois, si les analyses montrent qu'il y a trop de perdants dans un changement qu'on veut faire pour le bénéfice de l'ensemble, bien, on va pondérer ça, on écoute. C'est pour ça qu'on a des consultations. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, merci d'avoir été là. Bien, merci beaucoup.